Quant à moi, j'ai beaucoup lu cet été, mes amis. J'ai tout un paquet de livres là dont je vais vous parler dans les prochaines semaines. Et je commence par celui-là. Je vous raconte l'histoire. Le jour où son grand frère adoré Marcus a été tué par un chauffard qui a pris la fuite, Isaiah Kintabe s'est retrouvé seul au monde. Nous sommes en 2005, il a une quinzaine d'années, c'est un très bon élève, il compte bien aller à Harvard. Pour survivre, il fait la plonge, livre des pizzas et bosse chez un ferrailleur, de quoi rendre fou ce gamin supérieurement intelligent qui, pour passer le temps, et aussi pour gagner bien sûr quelques dollars, se met au service des habitants de son quartier pourri de Los Angeles, là où règnent les gangs et où la police ne vient presque jamais. D'où son surnom, en forme d'initiale, IQ. IQ pour quotient intellectuel, bien sûr. Par exemple, il retrouve un jeune fugueur, il récupère le butin d'un cambriolage, ou alors il règle en douceur un problème insoluble de voisinage avec un taux de réussite très impressionnant. Résultat, 8 ans plus tard, c'est à lui que s'adresse un rappeur milliardaire qui craint pour sa vie. À juste titre d'ailleurs, puisqu'il a failli se faire bouffer tout cru par un pitbull géant lâché dans sa propriété. C'est un très gros contrat pour Isaiah et pour Dodson, son compère du pire et du meilleur. 50 000 $ à la clé s'il règle l'affaire. Vendu. Sauf que ce n'est pas un cinglé ordinaire qui veut faire la peau de Cal, le rappeur, mais un tueur à gages, certes fou furieux, mais très efficace et très déterminé. Eh bien, mes amis, je dois vous dire que cette première enquête du jeune IQ, personnage hautement original et attachant, m'a enthousiasmé. C'est non seulement un excellent polar, mais en plus, c'est hilarant. Je précise que c'est un humour désespéré à l'image de ces invraisemblables existences que mènent les tueurs des gangs de LA, dont l'espérance de vie, je vous le rappelle, ne dépasse pas 25 à 30 ans. Gangs of LA de Joey Hyde est paru chez De Noël dans la collection Sueur froide. Je précise qu'il est sorti au mois de février. Je l'ai complètement raté à la sortie. Je l'ai récupéré cet été. N'hésitez pas à le commander au besoin. Vous ne le regretterez pas. Sur ce, allez en paix, allez vers la culture et revenez samedi prochain, mes amis. Salut. À bientôt. À bientôt. 8h55, bon début de journée avec Europe 1. Dans 10 minutes exactement, c'est arrivé cette semaine. Je ne vous présente pas le concept de l'émission de Patrick Cohen que vous connaissez parfaitement. Salut Patrick. Bonjour Bernard. Donc 4 invités. Écoutez, je vous en prie, choisissez la présentation. Le dossier retraite avec le député LREM du Nord chargé de ce dossier, Laurent Pietraszewski. Il y a eu des annonces cette semaine là-dessus. Excellent aussi ce polar dont je veux vous parler ce samedi matin. Je vous explique. Le couple Laura Vanetti-Luc Pailleron, c'est une affaire qui roule. La brillantissime doctorante en sociologie et son célèbre directeur de thèse ne couchent pas ensemble, mais réalisent tout de même l'accord intellectuel parfait. Mais Pailleron se suicide dans son bureau de la faculté d'une balle dans la tête. Pas 3 lignes d'explication, bien sûr, c'est invraisemblable, comme tous les suicides, me direz-vous, certes, mais Mademoiselle Vanetti est du genre à chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et ce qu'elle découvre dans les notes manuscrites et informatiques de son défunt maître est proprement sidérant. Luc Pailleron, en fait, dirigeait en sous-main un groupe d'intellectuels de haute volée, très ancrés à gauche et apparemment décidés à passer à l'action révolutionnaire violente. Ça n'a pas échappé aux grandes oreilles des services de sécurité intérieure et ça a peut-être été jugé suffisamment sérieux pour couper la tête de la conspiration. Laura Vanetti en est là de ses réflexions quand Nel Frégo saute par la fenêtre de son bureau à l'université. Elle figurait en bonne place sur les listings de Pailleron. C'est un deuxième suicide, affirme la police. Certainement pas, estime Laura Vanetti, c'est un deuxième assassinat. Et pour nous, c'est un grand bonheur de lecture, intelligente et rythmée, avec ce qu'il faut d'humour et d'amour aussi pour faire glisser sans peine les 310 pages de L'Apocalypse est notre chance. Quel beau titre, ma foi. L'Apocalypse est notre chance, signé Ava Fortel. C'est un pseudo qui en fait cache une écriture à 4 mains féminines. L'Apocalypse est notre chance est paru aux éditions Rivage dans la collection Noir. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Amusez-vous bien et revenez samedi prochain. Salut, bye bye. salut. Quant à moi, j'ai un super polar français à vous conseiller. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la région de Tchernobyl, 30 ans après l'épouvantable catastrophe nucléaire, est devenue, mais je vous jure que c'est vrai, une attraction touristique. C'est donc
sous les yeux, effarés et terrifiés de tout un bus de Baltes et d'Américains, que l'inspecteur Mielnik et son adjointe, Galina Novak, décrochent le cadavre d'un homme qui est suspendu à la façade d'un immeuble de Pripyat. Pripyat, ville à jamais désertée, tout près du fatal réacteur numéro 4 de la centrale. En plus, dans le bâtiment, les deux policiers découvrent plusieurs oiseaux fraîchement empaillés. La victime s'appelle Leonid Sokolov, fils d'un ancien ministre ukrainien des années 80 et désormais millionnaire, exilé en Russie. Alors comme il a une confiance très limitée dans les flics de Kiev, l'oligarque privatise à coups de dollars l'inspecteur moscovite Rybalko pour qu'il trouve l'assassin de son fils. Assassin qui s'apprête bien sûr à récidiver. Les deux policiers vont donc enquêter en parallèle sur cette terre dévastée de Tchernobyl et c'est absolument génial. D'abord parce que les deux hommes sont très différents mais tout aussi puissants et attachants et surtout parce que cette traque en terrain interdit est hallucinante. Tout est vrai. Je le sais d'autant mieux que je suis allé à Tchernobyl et à Pripyat quelques heures seulement en 1990. La zone d'exclusion et ses habitants clandestins d'hier et d'aujourd'hui, l'affolement éternel des compteurs Gégère, le pillage des immeubles désertés et la revente du matériel irradié. Vous rajoutez à tout cela un tueur cinglé et taxidermiste et vous obtenez De bonnes raisons de mourir, excellent polar, signé Morgan Audic, c'est sûrement l'une de mes meilleures lectures de l'été. De bonnes raisons de mourir de Morgan Audic est paru chez Albin Michel. Je vous en souhaite une excellente lecture. Quant à vous, mes amis, amusez-vous bien. Pour tout. Quant au bouquin que je vous propose ce matin, il est encore en rayon, il n'y a pas de problème pour le trouver, je vous explique. L'enfant se prénomme Léon, il a 10 ans, en ce début d'année 1953. Il vit dans ce qu'on appelle la maison du quai, c'est juste en face du Kremlin, de l'autre côté de la Moskova. En fait, c'est un immeuble luxueux qui est destiné à la nomenclatura communiste, mais la mère de Léon, cardiologue réputé, est tombée en disgrâce. Et une nuit, le NKVD l'a emmené. Et depuis, le môme se cache dans les sous-sols avec d'autres enfants désormais orphelins. Léon est un gamin très intrépide, il explore les souterrains de l'immeuble qui file sous le fleuve et débouche au château, juste en face. Dans le Kremlin, vit un vieux à moustache qui sent mauvais de la bouche. Il est étroitement gardé. Les soldats laissent passer Léon qui semble inoffensif et le vieux est ravi de la visite. Il offre des glaces au petit garçon et discute politique avec cet enfant qui ne le juge pas car il ne le reconnaît pas. Les déportations, les exécutions, les organes de sécurité sont seuls en charge en toute indépendance, dit le vieux. Lui, il n'est qu'un consultant. Lénine, Trotsky, de brillants cerveaux, c'est vrai, mais au fond, c'étaient des faibles. La naissance du paradis des travailleurs nécessite avant tout une poigne d'acier. De toute façon, personne n'est innocent, affirme le vieux. Résultat, au moins 25 millions de morts et 250 pages absolument magnifiques signées Robert Little, qui revisite avec bonheur le conte éternel de l'ogre et l'enfant. C'est éblouissant. Ça s'appelle Koba. C'est ainsi que ses amis surnommaient en son temps le jeune Joseph Vissarionovitch Djougashvili, et plus tard le monde entier le connaîtrait sous le nom de Staline. Koba de Robert Little est paru aux éditions Baker Street, c'est un bouquin absolument génial. Je me permets un petit rajout pour vous signaler qu'aujourd'hui et demain à L'Île-sur-Tarn, il y a la 5e édition d'un excellent salon du polar qui s'appelle L'Île Noire. Et parmi les nombreux invités ce week-end, il y a Franck Tillier, Yann Manouk, Bernard Minier ou Victor Delarbol. Donc rien que du beau monde, comme à ce micro d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Salut mes amis. Moi, je vous conseille un livre que j'ai absolument adoré. Je l'ai lu cet été, c'est séance de rattrapage. Il est sorti au mois de juin, mais c'est pas grave, c'est un chef-d'œuvre. Alors, vous savez, en général, les livres plus ou moins bien écrits, d'ailleurs, de journalistes à la retraite qui racontent leurs exploits passés, m'ennuient profondément. Mais, à toute règle, il faut une exception, et cette exception, la voici. River of Time, de l'anglais Ian Swain, qui a 71 ans aujourd'hui, vit à Londres, bon pied, bon œil, mais c'est un miraculé, c'est un survivant. Il a 22 ans quand il arrive sur ce qu'il appelle les terres du Mekong, pour raconter la guerre du Vietnam et bientôt la tragédie des Boat People, pour raconter aussi la transformation du Cambodge. Le Cambodge,
de paradis sur terre à antichambre de l'enfer Khmer Rouge. D'ailleurs, à Phnom Penh, en 1975, il est sur le point d'être exécuté. Il est sauvé in extremis par l'interprète du New York Times qui s'appelle Deeds Pran. Et cette histoire, vous l'avez vue au cinéma dans le film La Déchirure. Formidable conteur, Yon Swain est un vrai amoureux de l'ex-Indochine. En fait, là-bas, il aime tout, l'histoire, les paysages, les odeurs, les gens, les femmes, y compris les Françaises. Comme Jacqueline, son amour éperdu de Saïgon. Il écrit « J'ai beaucoup voyagé de par le monde et je n'ai jamais retrouvé d'endroit semblable à l'Indochine. Des générations d'Occidentaux, soldats, médecins, planteurs ou journalistes y ont perdu leur cœur. Il existe des lieux qui aspirent l'âme d'un homme. » Alors ne me demandez pas pourquoi, mais cette merveille, parue à Londres en 1995, n'avait jamais été publiée en français. Olivier Frébourg, le patron des Équateurs, a enfin rectifié cette bévue magistrale. River of Time, mémoire de la guerre du Vietnam et du Cambodge, de Yon Swain, est paru aux éditions des Équateurs. C'est un pur chef-d'œuvre. Il n'est pas question de le rater. Sur ce, mes amis, allez en paix et amusez-vous bien cette semaine. C'est Tout magnifique. comme d'ailleurs ce polar que j'ai lu là dans le courant de l'été et qui est tout à fait remarquable. Ça se passe au Cap d'Agde, essentiellement. Le Cap d'Agde, vous le savez, c'est un haut lieu international de l'échangisme estival, en particulier la bien nommée baie des Cochons. C'est là que chaque soir de ses vacances, l'ancien journaliste André Milqueux se balade à poil dans l'attente d'une occasion sexuelle. Et cette nuit-là, une superbe femme semble dormir, couchée sur le ventre au creux d'une dune. En fait, elle ne dort pas, bien sûr, elle est morte. Et ce n'est pas une inconnue pour André. Elle s'appelle Emma Pareto. C'est la maîtresse de son ami Luc Dallier, très fortuné propriétaire d'un joli domaine viticole où Milqueux est hébergé actuellement. Luc et André, c'est une amitié de 30 ans en fait. À l'époque de la gauche prolétarienne, les deux Mao faisaient le coup de baramine contre les FAF d'Occident et d'Ordre Nouveau. Et dans les bataillons noirs en face, donc, il y avait Clovis Martinez, ancien de l'OAS, désormais retraité à Béziers et en partie calmé de ses emportements des années 60. Et comme quoi la vie n'en finit pas de nous surprendre, André le gaucho et Clovis le facho vont se retrouver coude à coude comme auxiliaires de la gendarmerie nationale pour identifier l'assassin d'Emma. Et en ultime renfort, ils auront Alex avec un E, partant du principe que durant les vacances d'été, tout est bon dans le garçon. Alex a décidé que son corps serait un violon, dit-elle, libre à qui veut de faire des gammes et de se montrer inventif, virtuose ou malhabile. Accessoirement, Alex est la meilleure connaisseuse de la faune sexuelle de la fameuse baie des Cochons. C'est donc une recrue de choix pour faire aboutir cette enquête étonnante et très jubilatoire, baptisée Coup de vieux par son auteur Dominique Format. Coup de vieux est paru chez Robert Laffont dans la collection bien nommée, là pour le coup, La Bête Noire. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. À samedi prochain. Salut. Quant à moi, j'ai trouvé un excellent polar, comme chaque semaine. Vous savez qu'on ne marche pas sur des œufs avec moi. Je vous raconte l'histoire. La Mercedes du notaire Bertrand Bartel m'a quitté à pleine vitesse, l'autoroute A35, un mardi soir de pluie. Entre Strasbourg et Saint-Louis, la voiture a percuté un arbre et le conducteur est mort. Il n'a même pas essayé de freiner d'ailleurs. C'est ce que constate sur place l'inspecteur Georges Gorski, qui doit ensuite annoncer la terrible nouvelle à la veuve, la séduisante et bien plus jeune Lucette, qui est affligée d'un garçon unique et très revêche de 16 ans prénommé Raymond. Alors la surprise, c'est que Lucette et son fils n'ont pas l'air plus affectés que ça par la mort de leur cher époux et père. Alors bon, se dit Gorski, le notaire était peut-être très antipathique, n'empêche que sa mort n'a rien de mystérieux ou criminel. C'est un banal accident de la route, il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon. À ceci près que Maître Barthelme, ce soir-là, était censé dîner, comme chaque mardi, avec ses 3 meilleurs amis, mais il était absent de ce prétendu repas, servi comme argument d'absence d'ailleurs, depuis des années. Alors d'où revenait le notaire de Saint-Louis ? Avant de clore le dossier, Gorski veut absolument le savoir. Il va donc enquêter à sa façon extrêmement particulière. Il est alcoolique, il est lent, il semble peu sûr de lui, il est solitaire, il est plutôt mélancolique, mais avant tout, il est accrocheur comme un fox terrier, l'air de rien comme ça, entre quelques chopines au bar La Cloche et les soirées soupes chez sa vieille mère Alzheimer. Et quand il a mordu dans quelque chose, une vieille haine, une jalousie quelconque, une coucherie avérée, alors Gorski ne lâche plus. Et il va au bout de la vérité, quoi qu'il en coûte dans le cas présent, à la bonne société de Saint-Louis.
L'accident de l'A35 de Graham McRae Burnett est aussi enthousiasmant que son précédent roman, La disparition d'Adèle Bedeau. Exactement dans la ligne et l'esprit de l'immense Simenon, autrement dit, c'est un délice de littérature simple, efficace et profonde à la fois. C'est absolument magnifique. L'accident de l'A35 de Graham McRae Burnett est paru aux éditions Sonatine et je vous le recommande vivement. Et pourquoi pas celui-là? Parce que tout de même, de la vraie science-fiction, comme on n'en écrit plus depuis 30 ans, ça fait rudement plaisir. Voici donc, en 2110, la réplicante de combat Bruna Husky. C'est un cyborg dernière génération, elle est au sommet de sa forme et pourtant, elle est condamnée à mort. Il lui reste 3 ans, 3 mois et quelques jours avant extinction complète de ses capacités opérationnelles. C'est ainsi que sont conçus ces androïdes chargés du maintien de l'ordre. Ils sont à durée limitée. Mais contrairement à ses congénères, Bruna ne se résigne pas. Pourquoi ? Parce qu'un mémoriste malicieux a implanté dans son code génétique la capacité d'aimer. Et ça pousse à lutter contre la faucheuse, surtout quand celui qu'on aime est le séduisant commissaire de police Paul Lizard, kidnappé avec 12 autres otages par un groupe terroriste qui prétend, à raison d'une exécution quotidienne, lutter contre la marchandisation à des tarifs démentiels de l'eau potable et de l'air pur. C'est l'une des portes d'entrée, et elles sont nombreuses, l'une des portes d'entrée donc parmi d'autres du formidable nouveau roman de l'espagnol Rosa Montero, 3e volet de la saga Bruna Husky. J'avoue ne pas avoir lu les 2 premiers, c'est assurément une faute, car Le temps de la haine est un plaisir de lecture absolu pour qui aime la SF intelligente, bien sûr, celle qui nous parle du monde d'aujourd'hui en nous projetant dans celui de demain. Et si en plus c'est avec humour, alors là on a vraiment tout bon. Exemple, ce rappel à Bruna Husky des conditions de sa naissance. Tu proviens du matériel génétique d'une écrivaine et journaliste d'il y a 100 ans, Rosa Montero. Elle est totalement oubliée aujourd'hui, mais elle a été plus ou moins connue en son temps. Le temps de la haine, donc de Rosa Montero, c'est paru aux éditions Métellier. Et si vous aimez la bonne ESF, courez acheter ce bouquin, vous n'allez pas être déçus. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine de culture. Amusez-vous bien. Écoutez, autre bon investissement, l'achat de ce polar américain que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous raconte l'histoire. Il est trader à Wall Street, il est beau gosse, il a un salaire annuel à 7 chiffres, en comptant les bonus, bien sûr. Et pourtant, Brian Leblanc n'est pas heureux. Il se sent comme un hamster dans sa roue à déplacer des millions de dollars gagnants à coups de clics et de souris du matin au soir. Alors, il détourne 17 millions de dollars et prend la tangente, direction les Caraïbes, plus précisément les îles Caïmans, paradis fiscal bien connu, et ultime étape de Brian avant un coin du monde où on ne le retrouvera jamais. Bah, bonne chance, mon gars, parce que tu as aux trousses 2 pointures. Neil Nathanson, d'abord un privé homosexuel, très doué dans la récupération de ce qu'on appelle les clients indélicats, et aussi Seo Yoon, une informaticienne de génie, obsédée par la fellation et très perturbée par son prochain mariage traditionnel coréen. En renfort, ces 2-là font équipe avec un détective nain et priapique, fasciné par les postérieurs féminins, et un artiste raté mais défoncé, et donc très très dangereux. Voilà, c'est la cour des miracles à la sauce Caraïbe. Et croyez-moi, la sauce est très épicée. Coucherie à tous les étages, beuverie sans fin et humour 100% politiquement incorrect. C'est le cocktail explosif et hilarant de Mark Haskell Smith pour nous raconter cette aventure complètement déjantée, mais plus que recommandable. Et en ces temps de grisaille généralisée, embarquez donc avec tous ces marins survoltés et laissez-vous porter par Coup de vent de Mark Haskell Smith. Donc c'est paru aux éditions Gallmeister. Mes aïeux, je vous garantis que ça décoiffe. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine culturelle. Et puis, pourquoi attendre de lire ce formidable polar espagnol que j'ai déniché pour vous? Il est toujours aussi séduisant et odieux. C'est un homme à femme frénétique. C'est aussi un phalangiste de circonstances, tueur impitoyable et homme du monde apprécié. C'est bien sûr Lorenzo Falco que nous retrouvons en mars 1937 à Tanger, qui à l'époque est un port franc
À quai, il y a 2 bateaux. Le destroyer franquiste Martin Alvarez et ses puissants canons de 120 mm. S'il le faut, il doit couler en haute mer le cargo républicain Mount Castle. Dans la soute de ce cargo, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 30 tonnes d'or de la Banque centrale d'Espagne. Destination prévue, Odessa, où le petit père Staline s'est gentiment proposé d'héberger cette fortune qui pourrait tomber, sait-on jamais, dans de mauvaises mains. La mission de Falco est simple et impossible à la fois. Récupérer l'or républicain et le livrer à la phalange. C'est doublement compliqué et dangereux, car sur le Mount Castle, il y a entre autres l'agent soviétique Eva Neredva, à qui Falco a déjà sauvé la vie une première fois et dont il est fortement épris. Quelle histoire palpitante, mes amis, je me suis régalé. L'atmosphère interlope du Tanger des années 30 est parfaite, l'action est sans temps mort, le fond historique passionnant et les moments de bravoure sont inoubliables, comme par exemple cette scène qui se déroule dans un bouge de la ville. 3 équipages sont en train de s'enivrer, un Britannique et 2 Espagnols. Les 2 Espagnols, théoriquement, sont ennemis. Mais le temps d'une bagarre homérique, eh bien, les marins du Mount Castle et du Martin Alvarez font cause commune pour mettre une tannée aux Anglais avant de replonger dans les déchirements de la guerre civile. C'est superbe, ça s'appelle Eva d'Arturo Pérez Reverte qu'on ne présente plus. Et ça vient de sortir aux éditions du Seuil. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end du 11 novembre avec plein de culture à la clé. Bon week-end. N'hésitez pas, bon week-end. Et à la semaine prochaine. C'est le 3e et dernier volet, en fait, de ce qu'on peut appeler un livre-monde, le livre de la guerre contre la drogue entre les États-Unis et le Mexique de Reagan à nos jours. 20 ans de recherche et d'écriture pour ce triptyque désormais d'anthologie, La griffe du chien, Cartel et aujourd'hui La frontière. Alors il y a un homme qui est fil rouge de ces 2200 pages étourdissantes, il s'appelle Art Keller, c'est un ex-agent infiltré de la DEA, la police américaine antidrogue. Désormais, il est grand patron de cette DEA qui lutte en vain contre le tsunami de l'herbe, de la cocaïne et de l'héroïne. Il est enfin venu à bout de son ennemi numéro 1, Adam Barrera, qui a laissé sa peau dans la jungle du Guatemala. Les petits barons sont pires que Barrera, parce que lui, c'était un tueur sanguinaire, certes, mais au moins, il tenait ses troupes. Les héritiers sont des chiens fous, qui n'hésitent pas à faire massacrer, par exemple, et ça c'est vrai, 49 étudiants, dont le seul tort aura été d'emprunter, sans le savoir, bien sûr, un bus qui transportait de la poudre. C'est une hécatombe absolument épouvantable. Un Baja California, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Michoacán, 5 États, parmi d'autres du Mexique, hors de contrôle des autorités centrales, où s'entassent les cadavres mutilés, abandonnés en pleine rue ou pendus sous les ponts. Et ceux qui témoignent, les journalistes, grossissent, bien sûr, les rangs des victimes. 100 morts par jour dans les pires années. Et à Washington, Art Keller qui tente de surnager, accusé de laxisme par les faucons du président futur, le futur président, qui veut construire un mur, imaginez-vous, entre le Mexique et les États-Unis. Là, on a du Don Winslow au sommet de son art, mais vous êtes vraiment prévenus, on ne sort pas indemne d'un tel voyage au bout de l'enfer. Ça s'appelle La frontière de Don Winslow et ça vient de paraître chez HarperCollins Noir. Peut-être parlera-t-on de La frontière à ce très joli événement du roman noir, le 3e du genre, donc jusqu'à demain inclus. Ça se passe à Granville, dans la Manche. Et comme tous les salons du polar, bien sûr, il y a des invités, il y a des auteurs, on peut discuter avec eux, faire dédicacer. Ils m'ont envoyé un petit message pour que je le dise à l'antenne et je le dis bien volontiers. Sur ce, mes amis, passez une très bonne semaine de culture. Merci. Et bonne matinée avec Europe 1, il est 8h55. Et moi, je vous conseille une super lecture. Alors, je l'ai loupé, c'est sorti au printemps, je l'ai retrouvé sur un tiroir, etc. Mais enfin, c'est vraiment un super bouquin. En Colombie, la guerre civile est finie. Après 50 ans d'affrontements, les FARC ont posé les armes et intégré la cohorte des partis politiques traditionnels. N'empêche que le convoi de 3 véhicules tout-terrain qui circulent sur une piste de montagne au sud de Cali, eh bien, ce convoi est bel et bien attaqué à l'arme lourde, bazooka et kalachnikov. La cible principale, c'est un homme non identifié, mais entièrement vêtu de noir, qui parvient miraculeusement à s'échapper par hélicoptère. 3 heures plus tard, il n'y a plus aucune trace de l'affrontement, ni cadavre, ni voiture calcinée. Tout a été nettoyé et selon la police, eh bien, il ne s'est strictement rien passé. Pas de chance, un gamin a tout vu. Il veut bien raconter d'ailleurs, à qui lui posera des questions. Ça pourrait être à Bogota, le procureur d'origine indienne, Edilson Justinami. Il sait très bien que la violence politique a cédé la place à celle des narcotrafiquants. La fusillade de la montagne, c'est peut-être eux, mais peut-être pas.
Mais le magistrat a du flair, il sent la grosse affaire, tout comme son amie Giulietta, excellente journaliste de terrain, qui saute dans un avion pour Cali avec sa fidèle et très efficace assistante, Johanna. C'est une ancienne des FARC. Elle s'est engagée à l'époque parce que ce putain de pays, dit-elle, où j'ai eu le malheur de naître, est une cour d'exécution, une salle de torture, une presse mécanique pour étriper paysans, indiens, métis et noirs, c'est-à-dire les pauvres. La paix revenue, la Colombie continue de produire des pauvres par maternités entières. Ce sont les futurs soldats de Dieu, recrutés par les évangélistes de tout poil qui pullulent dans le pays, des hommes en noir, en fait, presque aussi dangereux que les paramilitaires des années de plomb. Edilson, Giulietta et Johanna sont les trois figures principales et absolument inoubliables de ce magnifique polar signé Santiago Gamboa qui réussit le tour de force, grâce à l'humour en particulier ravageur, de nous faire malgré tout aimer son malheureux pays. Des hommes en noir de Santiago Gamboa est paru à la fin du printemps, donc aux éditions Métellier, mais il n'est certainement pas trop tard pour le lire. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Allez en paix. 8h55, très bonne matinée avec Europe. En tout cas, je vous conseille vivement de lire ce que j'ai lu. Je me suis délecté. Nous sommes en janvier 1957. Et parce qu'il faut bien vivre, Bernie Gunther, ex-commissaire en chef de la police criminelle de Berlin, est désormais enquêteur pour le plus gros assureur de l'Allemagne d'après-guerre qui s'appelle Munich Re. Gunther a toujours eu le don de repérer de loin ceux qui lui racontent des bobards. Alors du coup, démasquer des faussaires à l'assurance, c'est tout à fait dans ses cordes. Il devient vite le meilleur du bureau et c'est donc lui qui part à Athènes pour enquêter sur le naufrage du Doris, une très jolie goélette en bois de 30 mètres, utilisée par son propriétaire allemand pour la plongée sous-marine. Siegfried Witzel, c'est son nom, est une brute mal dégrossie qui n'explique pas l'incendie de son bateau et se contente de réclamer la prime de 250 000 drachmes qui lui serait due. Bernie Gunther, bien sûr, est payé pour prouver le contraire. Et soudainement, des cadavres apparaissent dans tous les coins du tableau, à commencer par celui de Witzel. Mais il y a beaucoup de monde dans son sillage et surtout, il y a les malheureux 60 000 juifs de Salonique déportés au printemps 43 vers Auschwitz et Treblinka. À Salonique, le grand massacreur de juifs s'appelait Aloïs Brunner. 15 ans plus tard, il semble bel et bien rôder dans les rues d'Athènes. C'est un très très gros gibier, même pour un flic du calibre de Bernie Gunther. Toutes les bonnes choses ayant une fin, vous le savez, suite à la mort de Philippe Kerr l'an dernier, l'offrande grecque est l'avant-dernière enquête de Bernie Gunther, l'un des meilleurs anti-héros jamais créés en littérature selon un expert en la matière, l'excellent Lee Child. Et comme les 12 précédentes, l'offrande grecque est un enchantement absolu, passionnant, c'est drôle, c'est intelligent. L'offrande grecque de Philippe Kerr vient de paraître aux éditions du Seuil. Et très bientôt, on croise les doigts en tout cas, Metropolis viendra clore en majesté l'une des plus enthousiasmantes séries policières jamais publiées. On s'en pourlèche les babines à l'avance. Et moi j'ai l'histoire à vous proposer, j'ai l'histoire de deux sœurs Quadra, Manon et Ellie Bradshaw. Elles vivent ensemble dans leur modeste maison de Huntingdon, c'est pas très loin de Londres. Manon est inspectrice de police, Ellie est infirmière. Manon est enceinte de 5 mois après avoir adopté Fly qui a aujourd'hui 12 ans. Ellie élève Solomon qui vit encore à 4 pattes, donc c'est un tout jeune enfant. Le gamin est le résultat en fait d'une courte liaison avec un richissime banquier de la City, John Oliver Ross, qui est retrouvé mort, poignardé, tout près du domicile des sœurs Bradshaw. Les premiers éléments de l'enquête pointent tous vers le même possible coupable, Fly, l'adolescent mutique et introverti, qui se retrouve donc inculpé de meurtre et emprisonné. Pour des raisons évidentes, sa mère Manon est exclue de l'enquête et sans surprise, elle n'envisage pas un instant d'obtempérer. Son enquête clandestine commence et nous la suivons de bout en bout avec passion. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que Manon Bradshaw est une héroïne très très attachante. Elle est teigneuse, accrocheuse, fragile, drôlissime quand elle a le moral et même quand elle ne l'a pas. Parce que aussi tous les personnages qui gravitent autour d'elle, les sympas comme les salauds, sont forts et bien campés. Parce que l'Angleterre d'aujourd'hui, pourrie de scandales, d'inégalités, est remarquablement montrée. Parce que la fin de l'histoire
est tout sauf prévisible. Parce qu'avec tout ça, Suzy Steiner, c'est son nom, réunit un formidable second polar intitulé Personne inconnue, merveilleuse découverte des éditions des Arènes. Personne inconnue est paru dans la collection Equinox et je vous le recommande vivement. J'ai passé un excellent moment, ainsi qu'en votre compagnie d'ailleurs, mes amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut. Et moi, ce qui m'a bien plu, c'est la lecture de ce formidable polar signé Caril Ferret. Écoutez, je vous explique de quoi il s'agit. En théorie, vous le savez sans doute, la paix règne en Colombie depuis septembre 2016. Les rebelles des FARC ont déposé les armes, ils sont entrés dans le jeu politique parlementaire. La vie est donc redevenue normale. Ben non, pas du tout, parce qu'aux quatre coins du pays, la violence reste abjecte. On retrouve des dizaines de corps affreusement suppliciés, le plus souvent des femmes, parfois larguées d'avions à haute altitude. Aucune revendication à ces crimes gratuits qui rappellent douloureusement l'époque de la violencia, les années terribles de la boucherie à l'air libre qu'était devenue la Colombie. En ce temps-là, Lautaro Balaguer dirigeait un détachement des forces spéciales dont la méthode était très claire, pas de prisonniers. Parmi les guérilleros qu'il combattait, il y avait son frère, Andrel. Les deux hommes ont miraculeusement sauvé leur peau. Lautaro est aujourd'hui le patron de la police de Bogota. Andrel essaye tant bien que mal de redevenir, sous une fausse identité, un citoyen lambda. Ces deux-là ne s'aiment pas du tout, et c'est un euphémisme, ils ont quelques raisons pour cela. Et pourtant, ils vont devoir faire cause commune pour contrer l'horreur qui se prépare et pour sauver les rares personnes qui leur sont chères. Une nouvelle fois, Caril Ferret nous offre un polar terrible, un polar d'une violence ravageuse mais d'une qualité exceptionnelle. Il a sillonné la Colombie pendant des mois, y compris dans les zones les plus dangereuses, pour nous offrir cette histoire magnifique d'amour, de sang, de rédemption et de damnation. Et comme il ne manque pas d'humour, il a appelé son livre « Paz », la paix en français. Je vous garantis que c'est tout, sauf ça. Paz de Caril Ferret est paru dans la série noire chez Gallimard et je ne saurais trop vous le recommander. Sur ce, mes amis, passez une bonne semaine culturelle. Amusez-vous bien. Salut. Bonne semaine. Et très bonne matinée avec Europe 1, il est 8h55. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est ce livre qui nous vient d'Haïti, imaginez-vous. Alors, c'est pas un polar, mais ça m'a tellement plu que, pardonnez-moi, je souhaite vous en parler tout de même. Pour tout mérite, le bien nommé Dieu seul la pénurie, il peut seulement revendiquer que sa famille et lui ne crèvent pas de faim. Son tout petit salaire de tout petit fonctionnaire ministériel haïtien permet de réaliser un tel prodige, mais sa femme, Anodine, qui est très jolie, très intelligente, très ambitieuse aussi, et super opportuniste, elle fait beaucoup mieux encore. Son mari se retrouve sur la courte liste des prétendants au poste nouvellement créé de ministre aux valeurs morales et citoyennes. Et pour décrocher cet insigne hommage, il faut subir l'examen de passage du président de la République lui-même. Et subir est le mot juste, puisqu'il s'agit de dispenser à son excellence une mignardise sexuelle de grande qualité, exceptionnelle même. Dieu seul la pénurie, pourtant qui est sans compétence particulière dans ce domaine, réussit le concours. Et le voilà ministre. À lui les honneurs, donc l'argent, la voiture officielle, le logement somptueux. À lui aussi les débauches sexuelles, le vice et la corruption pratiquées à grande échelle et à tous les niveaux du pouvoir à Port-au-Prince. N'empêche qu'il n'est pas question d'autoriser le prochain Festi-Mazie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est la première édition très attendue de ce grand festival gay et lesbien. C'est à lui, monsieur le ministre aux valeurs morales et citoyennes, de l'empêcher, ce festival. Et pour lui, c'est un vrai cas de conscience qui permet à Gary Victor de nous livrer un récit enthousiasmant. C'est une farce, en fait, politique et lubrique, impitoyable et drôlissime, sur fond de tragédie absolue, puisque 90% des Haïtiens meurent de faim et de misère. Et pour ne rien gâcher, c'est remarquablement écrit. Mazie, donc de Gary Victor, qui vit là-bas à Port-au-Prince, est paru l'an dernier aux éditions québécoises. Mémoire d'encrier, si votre libraire ne l'a pas, ce qui est plausible, il peut et il doit même vous le commander. Et croyez-moi, votre patience sera récompensée. Sur ce, je vous souhaite un excellent Noël à toutes et à tous. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux sous le sapin. Et on se retrouve pour le dernier tour de table de l'an 2019. À la semaine prochaine. Vous verrez, en tout cas, c'est que moi, j'ai un excellent polar pour cette fin d'année. Je vous raconte en 2 mots. Normalement, Hayden Waits aurait dû être radié depuis longtemps de la police de Manchester. Ivrogne et amateur de substances diverses, Waits a sauvé sa tête de justesse et puis il a été directement expédié au purgatoire, en l'occurrence les patrouilles de nuit,
en compagnie d'un sale type, Peter Sutcliffe. Pas un mauvais flic d'ailleurs, mais paresseux comme une couleuvre et vicieux au dernier degré. Ils arrivent les premiers devant le Palace, ancien grand hôtel désaffecté du centre-ville. Le central, en effet, leur a signalé une effraction. De fait, le gardien de nuit est assommé par terre, mais beaucoup plus intéressant, dans la chambre 413, il y a, ligoté sur une chaise, le cadavre encore tiède d'un homme très étonnant. Bien habillé, mais toutes les étiquettes ont disparu. Pas d'empreinte digitale, dentition 100% neuve et factice. Et sur le visage, un très large sourire. Évidemment, l'homme est aussitôt surnommé Tête de Smiley. Ainsi débute le mystère de la chambre 413 qui va mener l'inspecteur Waits assez loin, il faut le dire, dans le monde de la nuit et encore plus loin dans sa propre nuit, celle des effroyables souvenirs d'enfance qui le poursuivent depuis 30 ans. Alors même si l'intrigue est un petit peu tirée par les cheveux, le résultat est extrêmement séduisant, car Hayden Waits est un flic auquel on voudrait avoir affaire. Dépenaillé mais élégant, hébété mais très intelligent, borderline mais très honnête, violent mais fragile, désespéré mais terriblement drôle. Ce sont des arguments suffisants pour passer quelques heures fort agréables, ma foi, en compagnie de ce anti-héros récemment imaginé par Joseph Knox. Chambre 413 de Joseph Knox est paru aux éditions du Masque et c'est un bon choix pour cette fin d'année.